Tiffaine a toujours vécu ici. Professionnelle du tourisme, elle connaît toutes les petites perles cachées qui font de son coin une destination qui réserve bien des surprises. La première, perdue en pleine campagne, à Plélo, est réservée aux initiés. Une ancienne minoterie sauvée de la ruine par un couple de passionnés, les parents de Céline. Bonjour Céline. Bonjour Tiffaine. Ça va? Bienvenue au Charaban. Merci. Donc c'est ce fameux Charaban. Voilà, tu découvres notre maison. Un peu familial. Ouais, bah complètement familial. Hein. Puisque moi, mes parents se sont installés là il y a 45 ans, 71. D'accord. Voilà, ils étaient un jeune couple d'agriculteurs dynamiques et ils voulaient développer un peu le tourisme rural dans ce moulin. C'était un rêve, je pense, de mes parents, un rêve d'amoureux et d'amoureux de leur terroir. Ils ont démarré en petite auberge bretonne, donc en faisant juste des tartines, du lard et des pommes de terre et de la crêperie, puisque c'est quand même la tradition bretonne. Aujourd'hui, plus que jamais, la plupart des ingrédients que vous retrouverez dans votre assiette à la ferme auberge du Charaban sont cultivés ou élevés sur place. Les sœurs Lamour, c'est leur nom, continuent à mijoter une spécialité traditionnelle que leurs parents servent depuis des années ici, la potée, un incontournable en Côte d'Armor. On voit bien que c'est vraiment du local, le cochon, le chou, c'est vraiment une tradition. C'est vrai que le cochon, c'est une production bien bretonne. Dans les années 60, quand les paysans ont voulu se démarquer un peu des autres régions céréalières, ils se sont retournés vers l'élevage qui était plutôt plus facile pour eux, et donc le cochon fait partie de notre région. La saucisse de nos cochons, donc on a également la poitrine, qui est de lard du porc, salée et fumée, et la palette, salée et fumée également, ça relève bien le goût de la viande de porc. Marie-Noël sait de quoi elle parle, son mari est éleveur de porc. Chez les Lamour, la potée, c'est vraiment une affaire de famille. Oui, toi tu fais du... Ah, c'est bien. Regarde, si, mais moi tu vois, je coupe comme ça. Et cette spécialité-là, la potée, ça fait longtemps que vous faites ça? Mais ça fait 45 ans, voilà, que c'est au plat, que c'est au menu de la maison. Donc on a dû tomber dedans quand on était petite, tu vois. Dans le chaudron. Donc on est tombé dans le chaudron. Voilà, et on termine par la saucisse. Ça y est, ça mijote. C'est parfait, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Les secrets des sœurs Lamour pour réussir une bonne potée: un énorme chaudron en fonte, des produits du terroir et 5 bonnes heures de cuisson. Ah, la potée. Ça y est. C'est joli comme tout. Bon, ça donne allez. envie. Au final, ce sont de véritables morceaux de Côte d'Armor qui se retrouvent dans vos assiettes. Un délice rustique, mais surtout gourmand. C'est vraiment délicieux. Après cette étape gastronomique, enfonçons-nous encore un peu plus dans les terres pour nous intéresser à une curiosité de pierre, circulaire et très ancienne, le temple de Lanlef. Une bizarrerie qui reste pour les historiens comme pour les locaux un mystère. Bonjour Michel. Bonjour, Ça va? ça va toi? Ça va, oui. Bienvenue au temple de Lanlef alors. Michel en est le gardien. Donc c'est un monument qui a toute une histoire, hein. Il est assez vieux. On le date de fin 11e siècle. Donc c'est un édifice qui gâte tout ce mystère dans la mesure où on n'a aucune archive sur sa construction, la date, ni pour qui ni pourquoi. Plusieurs hypothèses circulent sur ce temple de Lanlef. Certains avancent que ce serait une réplique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, dont on aurait enlevé la coupole. D'autres assurent que de mystérieuses sources souterraines donneraient au site une énergie considérable. Tous les sauciers, magnétiseurs et compagnie qui viennent ici avec leurs pendules ou leurs baguettes ont trouvé 2 veines d'eau qui se croisent en plein milieu ici. J'ai eu aussi des druides qui sont venus d'Irlande. D'Irlande, d'accord. Carrément, ils étaient 7 ou 8 là, et ils ont passé 4 heures. Et en effet, eux aussi, ils ont trouvé les veines d'eau.
Et puis, il y a ces énigmatiques inscriptions sur les colonnes du temple qu'aucun spécialiste n'a à ce jour su interpréter. Des gravures indéchiffrables, une force magnétique considérable, il n'en faut pas plus pour attirer les curieux du monde entier. Il y a beaucoup de gens qui viennent se ressourcer ici. D'accord, comme en pèlerinage un peu. Un peu comme un pèlerinage, ouais. Donc, à mon avis, ce monument aurait été construit parce qu'il est bourré d'énergie. D'accord. Et je ne sais pas si vous trouvez bien, mais moi je m'y sens bien. C'est vrai on s'y sent bien dans cet endroit. Ouais. On se sent bien, relaxé. Une énergie bénéfique, mais impénétrable. Les Côtes d'Armor cachent décidément bien leur jeu. À une dizaine de kilomètres plus à l'ouest, le bourg de Pontrieux, lui aussi, dissimule en son sein un petit trésor. Tiphaine nous a réservé une petite balade privilégiée sur le Trieux, le petit fleuve local, à la rencontre des 50 lavoirs qui racontent la vie d'antan dans cette petite Venise bretonne. Salut Johanna. Salut Tiphaine. Hop là, Allez, c'est parti. on y va. C'est Johanna qui propose de découvrir l'histoire de la ville en barque électrique. Elle va nous conter ses lavoirs et leurs lavandières, encore présentes ici jusque dans les années 50, avant l'apparition des machines à laver. C'était un métier lavandière. Oui, en fait, c'était leur métier, donc c'est-à-dire qu'elle avait le linge de leur famille pour laquelle elle était donc employée. Donc tu avais une lavandière par famille. Et donc tu avais aussi les familles qui habitaient le bourg de Pontrieux. Eux, bien sûr, n'avaient pas de lavoir privé à eux. Donc ils embauchaient une lavandière, mais qui venait au lavoir public qu'on a vu là-bas. Donc les lavoirs étaient surtout un lieu exclusivement réservé aux femmes. Les hommes avaient toujours le droit de venir déposer donc, le linge avec la brouette en bois à l'entrée du lavoir et de repartir. Sinon, ils pouvaient être jetés à l'eau pour ne pas entendre donc, les potins, les cancans qui s'y racontaient. C'était vraiment un lieu dédié aux femmes. D'ailleurs, elles gardaient avec elles leurs enfants en bas âge dans des paniers à linge, car bien sûr, elles n'avaient pas de nourrice, ces lavandières. Les lavoirs datent du XVIIIe et du XIXe siècle, une époque où posséder son propre lavoir à Pontrieux était un signe extérieur de richesse. Donc c'était en général de riches commerçants, négociants, bourgeois pontriviens qui se faisaient donc construire comme cela leur lavoir au bout de leur propriété. Et donc en général pour préserver leur vie de famille du reste du village. Et donc des cancans du lavoir public. D'où l'expression laver son linge sale en famille. D'accord, ça vient de là. Voilà. Les riches pontriviens exportaient autrefois du lin des usines locales, du port de la ville, vers toute l'Europe. Autre fait de gloire, plus anecdotique celui-là, c'est aussi à Pontrieux, dans les cartonneries Huette, qu'ont été imprimés les premiers tickets de métro parisiens. Remontons le courant du Trieux sur une poignée de kilomètres pour nous arrêter sur une autre merveille de ce coin de France. Le château de la Roche-Jagu, une forteresse de grès rose et de granit chargée d'histoire. Laurence met en valeur ce patrimoine depuis une dizaine d'années. Bonjour Laurence. Bonjour, bienvenue à la Roche-Jagu. Merci de m'accueillir dans ce superbe cadre. Effectivement, voilà, le château, le parc, le Trieux derrière. Superbe. Alors c'est un château qui est assez ancien, je crois. Oui, du 15e siècle, début 15e d'ailleurs. C'est une riche héritière locale, Catherine de Troguindy, qui va lancer les travaux en 1407. Elle voulait faire de son château un symbole de sa puissance dans la région. L'édifice n'a depuis quasiment pas bougé. Elles sont un peu atypiques ces cheminées, non? C'est ce qu'on trouve dans le monde anglo-normand, un type gothique flamboyant, qu'on ne trouve plus beaucoup aujourd'hui parce que souvent modifiées, mais là elles sont d'origine. Il y en avait 21, et donc forcément ça rajoute au côté somptueux, quoi. Laurence, entourée d'une équipe de passionnés, bichonne jour après jour ce patrimoine local exceptionnel, idéal pour une sortie en famille. Car le château est entouré d'un vaste parc aménagé de 64 hectares qui a vu le jour après l'ouragan de 1987 et qui accueille des centaines d'espèces de fleurs et de plantes odorantes. Contournons ces jardins pour nous poser un instant derrière la façade nord du château, côté Trieux, et nous pencher sur la situation géographique de la Roche-Jagu, qui est avant tout une sentinelle du fleuve.
Alors oui, effectivement, là on est devant le deuxième fleuve de Bretagne. Là, ici dans les Côtes d'Armor, le Trieux fait 74 km. Et à partir de Pont-Trieux, qui était le port de Guingamp, on avait donc une dizaine de domaines chargés de contrôler le commerce incessant sur le fleuve et de prélever des taxes pour toutes les marchandises qui étaient transportées. Là, on remarque vraiment que c'est une position stratégique. Effectivement, on est au-dessus du méandre du Trieux, ce qui permet de contrôler effectivement les bateaux qui peuvent circuler. Alors ça peut être des ennemis qui viennent du nord de l'Angleterre, a priori, ou depuis Pont-Trieux, qui était le port de Guingamp, des bateaux de commerce qui exportent ou qui importent des marchandises et qui, à chaque domaine traversé, parce qu'il y en avait une dizaine le long du Trieux, devaient s'acquitter d'un droit de passage pour pouvoir poursuivre leur route. Pas de droit de passage pour poursuivre notre route à nous. Celle que Tiphaine nous propose de prendre en direction de Querpère, bien plus au sud, en terre de menhirs et de légendes. Un petit village tranquille, à l'église 5 fois centenaire, et qui abrite l'atelier d'un couple d'artisans hors du commun. Julien et Audrey sont luthiers et surtout archéomusicologues. Leur combat, faire revivre des instruments oubliés et principalement des instruments liés à la culture celtique, comme la lyre. On parle d'instruments qui ne sont plus du tout fabriqués depuis fort longtemps. Et ce métier-là consiste à interpréter des enluminures, interpréter des sculptures, interpréter des vitraux, pour essayer donc de transformer ces œuvres artistiques qui n'ont pas toujours pour but premier de représenter la réalité. Nos deux luthiers font partie du pôle de recherche et d'interprétation de l'archéologie expérimentale, le PRIAE. Une équipe scientifique pluridisciplinaire, fraîchement mise en place, qui s'attache à faire revivre la musique, qui existait de l'âge de fer jusqu'au Haut Moyen-Âge. Donc l'archéomusicologie, c'est également faire appel à d'autres sciences, telles que la dendrochronologie, telles que la palynologie. Ce sont les sciences qui étudient principalement les bois et les pollens, afin de pouvoir par exemple pratiquer des carottages dans le sol et savoir à telles époques, dans telle région, quelles espèces d'arbres étaient présentes, pour savoir, dans la plus grande probabilité, quel type de bois ils utilisaient à l'époque pour faire ces instruments-là. Mais du coup, là, on a vu que vous faites ça à partir de photos ou de choses comme ça, mais au niveau du son, comment vous faites pour reproduire le même son qu'il y avait à l'époque ? Alors hélas, on n'a pas encore retrouvé de MP3 ni de CD de l'époque, on ne désespère pas. En l'occurrence, la taille de l'instrument et les différentes représentations qu'on a pu retrouver à travers les âges nous donnent une assez bonne information sur voilà, la tessiture de l'instrument, s'il était bas, s'il était aigu, sur les techniques de jeu et également sur la fonction de cet instrument dans la musique. Est-ce qu'il était plutôt dans le profane ou plutôt dans le sacré ? Mais qu'écoutaient donc nos ancêtres ? La meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de se laisser porter par la lyre de Julian, qui nous transporte à travers les siècles.